et il semble qu'il compte vraiment, une fois arrivé au pouvoir, conclure un accord avec son homologue russe. Et cette approche me préoccupe plus que tout, car Poutine parle constamment de négociations. Souvenez-vous de l'accord entre Moscou et Kiev qui se formait il y a 2 ans à Istanbul. J'espère que vous avez lu l'analyse des points de ce, permettez-moi de le dire, document. Mais je crains que cela puisse sembler être une bonne affaire pour Donald Trump, une affaire à laquelle Volodymyr Zelensky ne pourra tout simplement pas consentir, ce qui signifie que Kiev verra l'aide de Washington réduite. Plus que tout au monde, je voudrais que la guerre cesse, que les soldats ukrainiens rentrent dans leurs familles et que les civils cessent de mourir sous les bombes et les missiles russes. Le problème était que l'accord entre Vladimir Poutine et Donald Trump ne le prévoit pas. Comme nous en avons parlé, l'un n'a pas besoin de la paix car il n'a pas déclenché la guerre pour quelques régions seulement. L'autre doit maintenant justifier pourquoi il n'a pas obtenu cette paix. Et donc, pour que les deux restent sur leur position, il faut trouver un bouc émissaire. Malheureusement, l'Ukraine est devenue le bouc émissaire, secoué des deux côtés. La tâche est d'affaiblir la partie indésirable, que ce soit par des élections, la discréditation, la terreur militaire ou tout cela à la fois, nous verrons bien. Mais, quoi qu'on en dise, sachez que quoi qu'il arrive, le dernier mot reviendra aux Ukrainiens. C'est pourquoi j'ai décidé de faire cette vidéo, qui me semble importante et dont le sens sera compris à la fin. Je ne salue pas. La politique russe, depuis 350 ans, est une politique de fragmentation. Elle vise à enlever la langue, la culture, la mémoire, à vider l'esprit national de sa substance. Dans un affrontement militaire, la victoire revient toujours au peuple qui possède l'esprit combatif. Viktor Yushchenko, 3e président ukrainien. Novembre 2004. Après l'élection présidentielle en Ukraine, la commission électorale centrale déclare Viktor Yanukovych vainqueur. Depuis le Kremlin, Vladimir Poutine appelle sans cesse et félicite son collègue pour sa victoire éclatante, dans l'espoir que ces appels arrêteront d'une manière ou d'une autre la tempête politique qui s'annonce. Car il est clair pour tous que l'élection a été truquée. Les 25 pays membres de l'Union européenne rappellent leurs ambassadeurs d'Ukraine en signe de protestation. Les États-Unis ne reconnaissent pas la légitimité de Yanukovych. Dans un contexte de fraude massive, de falsification, de supposés carrousel, de chantage sur les étudiants menacés d'exclusion s'ils ne soutiennent pas Viktor Fyodorovitch et d'intimidation des membres des commissions électorales, à Kiev, des manifestations de masse commencent. Les gens ne sont même pas arrêtés par le fait que Poutine continue d'appeler Yanukovych et, avec une insistance qui mériterait une meilleure cause, le félicite à nouveau pour sa victoire. Blague. Lorsque Vladimir Poutine a félicité Viktor Yanukovych une 11e fois pour sa victoire électorale, ce dernier a craqué. Laisse tomber, Volodia. Ça a mal tourné, mais notre télépropagande a rapidement effacé ce malaise, comme d'habitude. Les nouvelles russes sur l'Ukraine sont le reflet d'un mélange d'envie et de méfiance. Rien n'est meilleur chez eux que chez nous. Tout ce qu'ils font est le résultat de pots de vin. En 2 mois de campagne électorale, les principales chaînes publiques russes ont fait tout ce qu'elles pouvaient pour le candidat Yanukovych. Ils se sont moqués de Yushchenko avec raffinement, montrant son visage en gros plan. En 2004, Poutine n'osera pas déclencher la guerre contre l'Ukraine. À ce moment-là, il n'avait pas encore assez de force pour cela. C'est précisément pour cette raison que la révolution orange, sans effusion de sang, atteint ses objectifs. Et lors des nouvelles élections organisées, elle remporte la victoire. Viktor Andreevitch Yushchenko, ancien chef de la Banque centrale, qui a mis en œuvre plusieurs réformes majeures pour l'Ukraine. Elles ont été si réussies qu'en 1997, Yushchenko était classé parmi les 6 meilleurs banquiers mondiaux par Global Finance. C'est probablement pour cette raison que son mandat de 5 ans a été le plus réussi du point de vue de la croissance économique pour les Ukrainiens. De 2004 à 2008, le produit intérieur brut du pays est passé de 67 milliards de dollars à 188. Les investissements étrangers directs en Ukraine augmenteront rien qu'en 2005 de 340%, un chiffre stupéfiant. Et au total, au cours des 3 premières années du mandat de Yushchenko, l'Ukraine recevra 32 milliards de dollars d'investissement. C'est plus que pendant tous les mandats de tous les anciens et futurs présidents de l'Ukraine. En considérant l'inflation, les pensions ont triplé et le salaire réel a augmenté de 70%. Le budget a presque doublé, inflation prise en compte. Les réserves d'or et de devises sont passées de 10 milliards de dollars à 34. Si l'on se souvient de ce qui s'est passé il y a 25 ans, alors la croissance du produit intérieur brut pendant le quinquennat orange, appelons-le ainsi, a été multipliée par 4. La croissance des revenus des gens a été multipliée par 3.
4 premières années prospères, suivies de la crise mondiale. Les investissements étrangers cumulés durant les 5 ans de la présidence de Yushchenko, autant qu'en 20 ans, 2 mandats du président Kuchma, le mandat du président Poroshenko et celui de Zelensky réunis. Comment pouvez-vous expliquer pourquoi l'économie ukrainienne se développait alors à un tel rythme et pourquoi il n'a pas été possible de répéter ce succès par la suite ? La crise mondiale de 2008 a eu un impact sérieux sur la croissance économique de l'Ukraine, ralentissant considérablement son rythme. Cependant, Yushchenko s'est distingué non seulement comme un président axé sur les questions intérieures, car Viktor Andrievitch menait également une politique étrangère compétente. La nouvelle orientation est résolument pro-européenne, avec l'adhésion à l'OTAN comme objectif stratégique principal. Yushchenko initie la création du premier train à grande vitesse ukrainien, qui sera ensuite nommé SAP-SAN. Ce programme sera aussitôt abandonné par son successeur. Si cela ne s'était pas produit, l'Ukraine disposerait déjà d'un complexe balistique de moyenne portée. Cela aurait radicalement changé le champ de bataille actuel. Il est à noter qu'Anatoly Gritsenko, premier ministre de la Défense sous Yushchenko, aurait vendu plus d'armes que tous ses collègues réunis. C'est bien sûr un fait. Cependant, il serait important d'analyser précisément quelle nomenclature a été exportée sous Gritsenko et où elle a été envoyée. En effet, le gouvernement de Yushchenko aide activement la Géorgie à s'armer, cette dernière achetant à Kiev des chars modernisés, de l'artillerie, des systèmes de missiles anti-aériens, avec lesquels elle pourra abattre des chasseurs russes, des avions d'attaque au sol et même l'aviation stratégique. Le chasseur russe Tu-22 a été abattu par un missile solaire, ont établi les experts. Il s'agit probablement d'un système EC-200 utilisé par les forces armées ukrainiennes défense anti-aérienne, partenaire de la Géorgie. On ne sait pas combien de ces systèmes ont pu arriver à Tbilissi. Kiev a classifié les informations sur les livraisons d'armes et a soigneusement évité de commenter leur utilisation lors des combats à Tskhinvali aujourd'hui. Selon le ministère russe de la Défense, Kiev et Tbilissi entretiennent des relations militaires étroites depuis 2005. L'Ukraine a livré à la Géorgie 31 chars T-72-20 véhicules blindés de transport de troupes 40 BMP, ainsi que des obusiers, avions et hélicoptères. De plus, selon certaines informations, la Géorgie utiliserait des systèmes de missiles anti-aériens Buk et Tor, provenant d'Ukraine, contre les forces de maintien de la paix russe. Saakachvili achète aussi des hélicoptères, des poids lourds et des armes légères, comme je l'ai détaillé dans une vidéo exclusive. Pour les intéressés, abonnez-vous. Sur cette question, Yushchenko ignore les protestations du Kremlin, sachant que la capacité de défense de la Géorgie est dans l'intérêt de l'Ukraine. Plus tard, Yushchenko condamnera l'invasion russe en Géorgie. Et, au plus fort de la guerre, il se rendra à Tbilissi avec plusieurs dirigeants européens pour soutenir le peuple géorgien depuis la tribune. Aujourd'hui, nous sommes venus ici pour vous dire ces mots. La Géorgie est notre amie. Les Géorgiens sont nos amis. Aujourd'hui, en ces temps les plus difficiles pour la Géorgie, nous disons que vous avez droit à la liberté. Nous sommes venus confirmer que votre souveraineté, votre indépendance, votre intégrité territoriale sont aussi nos valeurs. Yushchenko, comprenant que l'Ukraine pourrait connaître le même sort que la Géorgie, coopère activement avec l'OTAN. Pendant son mandat, le plan d'action Ukraine-Alliance est adopté, comprenant exercice, participation aux missions de paix et renforcement de la coopération. Cependant, on ne peut pas dire que toute la politique de Viktor Andrievitch visait à se séparer de la Fédération de Russie. C'était plutôt une marche prudente sur un champ de mines. Yushchenko essaie de construire des relations d'affaires avec le voisin du Nord sans lui donner de prétexte pour commencer une agression. Comme nous l'apprendrons, en 2022, il n'avait pas vraiment besoin de prétexte. Bien sûr, le Kremlin commence déjà à cette époque une guerre hybride contre l'Ukraine, allant des guerres du gaz jusqu'au financement des séparatistes. En effet, le mouvement pour la République populaire de Donetsk est apparu pour la première fois dès 2007. Il ne faut pas non plus oublier le fait que la campagne électorale de Yanukovych en 2004 avait déjà pour objectif de diviser le pays. Le quartier général de campagne de Viktor Yanukovych regorgeait de spécialistes russes en technologie politique. Et l'idée de diviser l'Ukraine appartient à l'influent Gleb Pavlovski, qui est devenu l'auteur de l'une des campagnes de propagande les plus sales de ces années-là, une carte sur laquelle l'Ukraine était divisée en catégories. C'est-à-dire que l'idée du soi-disant printemps russe était mise en œuvre bien avant l'année 2014. Et le Kremlin a tout fait pour diviser l'unité des Ukrainiens et empêcher le pays de sortir de sa zone d'influence.
Et quand je dis tout, il ne s'agit bien sûr pas seulement de manipulation politique. Après l'empoisonnement de Litvinenko, Skripal, Navalny et l'empoisonnement de Viktor Yushchenko en 2004, qui n'a toujours pas été élucidé à ce jour, cela pousse à certaines réflexions. Je suis convaincu que les services secrets russes sont derrière son empoisonnement. Ce sont des choses complètement différentes. Vous en êtes sûr ? Absolument. De plus, la signature est toujours la même partout. J'en suis certain. Et Yushchenko a vraiment dit que ceux qui ont organisé et exécuté ce meurtre, le meurtre se trouve en Russie. Est-ce le discours public du président Yushchenko ? Non, Viktor Yushchenko n'était pas le politicien le plus talentueux ni le plus grand homme d'État. Il faisait des erreurs, il manquait souvent de détermination, il n'était pas toujours efficace à 100%. Mais le rythme de la croissance économique, l'amélioration du niveau de vie sous sa présidence ont été sans précédent pour un pays post-soviétique. Il a été l'auteur de réformes économiques majeures. Il a été le premier à raviver la conscience nationale ukrainienne. Il cherche à réconcilier les vétérans de l'Union des patriotes ukrainiens et ceux de la Seconde Guerre mondiale. Ces actions ont jeté des bases solides pour l'intégration européenne de l'État. Jamais auparavant l'Ukrainien moyen n'a aussi bien vécu que sous sa présidence. Et malheureusement, il faudra encore longtemps à l'Ukraine pour atteindre ce niveau de bien-être. Yushchenko était vraiment une personne compétente et professionnelle, mais il n'était pas un populiste. Et une jeune nation avec une histoire séculaire voulait tout et tout de suite. En 2010, moins de 6% voteront pour Yushchenko. Viktor Yanukovych reviendra au fauteuil présidentiel et le discours d'adieu de Viktor Yushchenko deviendra une prophétie pour son successeur et pour la nation ukrainienne. Le 17 janvier 2010 pourrait devenir le jour où le pays sera poussé dans la direction opposée. Je suis franc avec vous. Il s'agit d'une menace pour notre intégrité et notre souveraineté. Il s'agit de l'intention de revoir et de reporter notre orientation européenne. Car cela signifie notre souveraineté, notre démocratie et notre sécurité, votre vie prospère et saine. En dehors de l'Europe unie, l'Ukraine est vulnérable à toute ingérence. Il s'agit de la dénationalisation et de la déukrainisation de notre peuple. Il est très facile de manipuler un peuple. Divisé dans toutes les directions, les églises, les langues. Un tel peuple, à la fin, détruira lui-même son propre État. Oui, une introduction aussi longue était nécessaire pour commencer le sujet principal de la vidéo d'aujourd'hui. La principale menace pour l'Ukraine, autrefois comme maintenant, était la division du pays. C'est ce dans quoi la Russie a excellé en 2010, en 2014. Et je dois, avec une grande amertume, constater que c'est ce dans quoi la Russie excelle aujourd'hui. Je pense toujours que les négociations entre Trump et Poutine n'aboutiront pas à une paix avec de vraies garanties pour l'Ukraine. Même si le président de la Fédération de Russie accepte le déploiement d'un contingent militaire européen, ce qui reste encore très incertain, un groupe de 30 000 hommes à l'arrière, sur lequel l'article 5 de l'OTAN ne s'appliquera pas, ne constitue en aucun cas une garantie pour l'Ukraine et n'entravera en rien les plans globaux du Kremlin pour dominer l'Europe. En théorie, Poutine pourrait accepter un gel temporaire de la guerre, mais il ne pourrait le faire que dans un seul cas. S'il voit une agitation croissante parmi les Ukrainiens, il pourrait cristalliser le résultat dont il a besoin lors des élections, sur lesquelles l'administration américaine insiste également depuis peu. Sur qui la Russie va-t-elle miser ? Sur Viktor Medvedchuk, Alexei Arestovitch, qu'Elon Musk pourrait commencer à soutenir sur les réseaux sociaux à un moment donné. Nous verrons bien avec vous. Mais l'essentiel, c'est que Poutine, avec l'arrivée de Trump à la Maison-Blanche, a obtenu de nouvelles options d'action. Il peut continuer la guerre. Il peut la suspendre pour, en utilisant la lassitude des Ukrainiens face à la guerre, placer son propre gouverneur à Kiev, puis désarmer l'Ukraine et poursuivre son plan. Et la deuxième option est justement préférable pour lui. Et ce n'est pas parce que cela préservera la vie des soldats de l'armée d'occupation russe, mais simplement parce que c'est là qu'il est vraiment doué. Il sait vraiment comment œuvrer à la désintégration de la société. Avec les Américains, au moins, cela a très bien marché. À l'aide d'idiots utiles et d'injections financières, il a réussi à convaincre la majorité des citoyens des États-Unis que l'Ukraine n'a pas réussi en tant qu'État et en tant que société. À titre d'exemple. J'ai écrit sur Twitter à propos de ce moment incroyable, lorsque Zelensky a commencé à demander des dons au pays. Je veux dire que l'Ukraine est un État client de notre département d'État. C'était Benny Johnson, l'un des blogueurs politiques américains les plus populaires, avec 3 millions d'abonnés.
L'enquête du ministère américain de la Justice, que Benny lui-même a ensuite confirmé, a révélé que le blogueur avait un contrat avec une entreprise appelée Tenet, de laquelle il recevait de l'argent pour la publication de vidéos. La société Tenet appartenait à des employés de Russia Today. En un peu plus d'un an, la société Tenet Media a versé à divers influenceurs environ 10 millions de dollars. Comme l'a révélé l'enquête, les blogueurs de premier plan, tels que Benny Johnson ou Tim Paul, avec 1 à 4 millions d'abonnés, recevaient 100 000 dollars pour la création d'une seule vidéo. Je dis cela pour que vous compreniez simplement combien la Russie est prête à dépenser pour discréditer Kiev aux yeux de ses alliés. Cependant, la plupart des fonds sont alloués à la propagande au sein même de l'Ukraine. L'abondance de récits diffusés à travers divers canaux d'information ou leaders d'opinion publique est immense. Mais en réalité, si l'on analyse un peu tous ces arguments, leur concept principal se résume à une formule simple que le lieutenant principal de l'armée de défense d'Israël et analyste Igal Levin a parfaitement et simplement formulée. Il y a l'Ipsoka russe, on vous manipule. Tous vos succès sont transformés en échecs. Maintenant, vous comprenez comment cela se fait en Russie, que toutes sortes de choses. Voilà, nous produisons 20 Bogdan, n'est-ce pas? Nous pourrions en produire 40 s'il n'y avait pas de corruption. 40 Bogdan, n'est-ce pas? Nous sommes entrés à Kourtchin. Si nous étions entrés en 23e année, Belgorod aurait été capturé. C'est effectivement la formule la plus simple et efficace. On dit toujours que l'Ukraine aurait pu accomplir beaucoup plus dans la lutte contre la corruption, les réformes militaires, la stabilité économique. Si elle n'y est pas parvenue, c'est un échec de l'État. Mais on passe à côté de l'essentiel. Avons-nous un exemple de résistance plus réussie que celle qu'a démontrée l'Ukraine? Une résistance face à une puissance nucléaire, à la deuxième armée du monde, avec, soyons honnêtes, un soutien occidental relativement modeste. Et maintenant, comprenez-moi bien, l'appareil d'État ukrainien aurait-il pu agir plus efficacement? Bien sûr. Aurait-il pu lutter plus activement contre la corruption? Le commandement des forces de défense de l'Ukraine aurait-il pu corriger ses erreurs plus rapidement? Bien sûr. La question est seulement de savoir comment vous développez ensuite votre pensée après avoir reconnu les lacunes. Soit vous dites que l'Ukraine n'a pas réussi en tant qu'État, soit vous voulez mettre en lumière le problème afin de le résoudre. Si c'est la première option, cela signifie que vous travaillez pour le Kremlin. Car la thèse sur l'incapacité de l'État ne conduit pas seulement à la disparition de l'Ukraine, ce qui réjouit le Kremlin, mais elle est aussi totalement infondée. Car, encore une fois, il faut comparer avec quelque chose. Essayons de le faire. Mercredi, des nuages de fumée noire et de gaz lacrymogène ont envahi les rues d'Athènes alors que les manifestants affrontèrent la police en lançant des projectiles. D'après les autorités grecques, 3 personnes sont décédées dans une banque incendiée par des manifestants en colère. 2009 Grèce. Un nouveau gouvernement arrive au pouvoir, dirigé par Georgios Papandréou, et fait une déclaration choquante. Le déficit budgétaire réel du pays n'est pas de 6 à 8% officiellement annoncé, mais de 12 à 13% du produit intérieur brut, et le pays s'est tout simplement précipité dans l'abîme. Les investisseurs fuient massivement l'économie grecque, vendant en masse les obligations du pays. Le produit intérieur brut du pays est passé de 2009 à 2015 chutant de 35%. Le chômage, pendant les années les plus difficiles, atteignait 28%, et parmi les jeunes, jusqu'à 50%. Une telle crise prolongée a été aggravée par le fait que les partis politiques étaient constamment en conflit. Les réformes, qu'il était urgent de mettre en œuvre, étaient une pierre d'achoppement. Mais les Grecs eux-mêmes, habitués à une vie confortable, refusaient. Le pays a été submergé par des protestations incessantes, des émeutes et des pillages périodiques à cause des mesures impopulaires prises par le gouvernement. Devant le Parlement, le Premier ministre Georges Papandréou a condamné les manifestants, qualifiant leurs actions de violence insensée. Chaque citoyen a le droit de participer aux manifestations, mais personne n'a le droit de commettre des actes de violence. Des troubles massifs ont paralysé le pays, fermant écoles, hôpitaux et magasins et annulant de nombreux vols. Les troubles ont débuté lors d'une grève ouvrière de 2 jours. De nombreux habitants de la Grèce sont mécontents des mesures d'austérité que le gouvernement a été contraint de prendre conformément aux conditions imposées par les pays de l'Union européenne et le Fonds monétaire international. Les bailleurs de fonds étrangers demandent à la Grèce de réduire ses dépenses publiques en contrepartie d'une aide de crise de 145 milliards de dollars. En réalité, le pays n'est sorti de la crise qu'en 2019, vous saisissez ? Chaque fois que j'entends des propagandistes russes parler de l'insolvabilité de l'Ukraine, moi, en tant que personne dotée d'une pensée non fragmentée, je dois analyser cette thèse en menant une analyse comparative. Voici devant nous l'exemple de la Grèce, qui n'a pas perdu 20% de son territoire avec ses plus grandes entreprises. Elle n'a pas connu un exode massif de population, elle n'a pas eu à approvisionner une armée d'1 million de personnes, sa population n'a pas eu à rester sous les bombes sans électricité. Et le résultat est que la Grèce a connu des grèves massives, des pillages, un déclin économique incessant.
Alors que l'Ukraine, après la chute de VVP, en un an, a perdu 29%, et non pas en 6 ans comme la Grèce, mais en une seule année, en 2022 et déjà l'année suivante, en 2023, a montré une croissance économique de plus de 5%. Vous comprenez bien que c'est un phénomène absolument unique. Bien sûr, il y aura toujours des malins pour écrire que le déficit budgétaire ukrainien a été comblé grâce aux importantes injections financières de l'Occident. Eh bien, mes chers amis, ce que l'on a injecté dans l'économie grecque, l'Ukraine n'en a même pas rêvé. Athènes a reçu de l'Union européenne 320 milliards de dollars pour surmonter la crise. Mais le plus important, c'est le résultat. La Grèce, à ce jour, n'est même pas revenue au niveau du produit intérieur brut qu'elle avait en 2009. Mais l'Ukraine est proche de retrouver le niveau de produit intérieur brut de l'année 2021. Et notez que je compte tout cela en dollars, pas en hryvnia, qui a évidemment fortement baissé. Et pourtant, je veux attirer votre attention sur la façon dont la société et les systèmes étatiques des deux pays ont géré la période de crise. Malgré l'invasion, le système bancaire ukrainien a continué de fonctionner sans effondrement de grandes banques. Contrairement à la Grèce, où sur les 40 grandes banques avant la crise, il n'en restait que la moitié après le choc financier. Les banques insolvables ont fusionné avec des établissements plus stables et l'Union européenne a couvert le déficit par des crédits. Le front financier fonctionne normalement. Les services bancaires mobiles, virements, paiements et retraits d'espèces sont limités à 100 000 hryvnia par jour. Dans la plupart des banques, il est déjà possible d'acheter des devises en espèces, mais seulement jusqu'à l'équivalent de 30 000 hryvnias. Les Ukrainiens n'ont pas peur de garder leur argent à la banque, car pendant la période de la loi martiale, l'État garantit une compensation à 100% des dépôts. Les cartes de crédit sont débloquées, permettant aux Ukrainiens d'utiliser leur argent selon leurs limites. La majorité des banques honorent les congés de crédit promis. En mars, aucun intérêt n'a été appliqué, et pour avril-mai, le taux sur les cartes de crédit a été réduit de moitié. Contrairement aux Grecs, les Ukrainiens n'ont pas paniqué, et il n'y a pas eu de pillage. Bien sûr, vous pouvez dire que comparer une crise économique et une guerre n'est pas pertinent. Je suis absolument d'accord, parce qu'une guerre, surtout une guerre contre une puissance nucléaire, est un défi bien plus complexe pour la société et les structures étatiques qu'une crise économique. Et nous ne comparons pas les processus eux-mêmes, mais la façon dont l'État et surtout la société y réagissent avec plus ou moins de succès. Et quoi qu'on en dise, la réaction de la société ukrainienne à la guerre la plus terrible depuis la Seconde Guerre mondiale est l'exemple le plus frappant de la maturité de la nation ukrainienne. En Turquie, les pillards sont devenus plus actifs. Ils sortent en famille pour commettre des vols. Ils emportent des objets, de la nourriture et tout ce qui a la moindre valeur des magasins et des appartements abandonnés. Les gens disent qu'ils essaient simplement de survivre. Cependant, il y en a aussi pour qui rien n'est sacré. Ils enlèvent les bijoux des corps des défunts. Les propriétaires d'entreprises s'empressent d'évacuer leurs marchandises, espérant sauver au moins une partie de leurs biens. Les hommes gardent les environs ensemble. Des patrouilles militaires sont apparues. Les pillards fouillent même les voitures transportant de l'aide humanitaire, qu'ils revendent ensuite à un prix exorbitant. Une attaque contre un convoi humanitaire a été signalée ce week-end. Et voilà encore, quand j'écoute la propagande russe de différentes personnalités médiatiques comme Solovyov, Dugin ou Latinina, qui essaient agressivement ou subtilement d'inculquer aux Ukrainiens un complexe d'infériorité sur l'incapacité de leur nation. Je me souviens d'une vidéo montrant les longues files d'attente dans les magasins ukrainiens au début de la guerre. Étonnamment, les systèmes ont fonctionné dans l'ensemble, sans pénurie grave de produits observés. Une fois de plus, il n'y avait ni panique, ni pillage. Voler pouvait vous valoir d'être attaché sans pantalon à un arbre avec du ruban adhésif. Parallèlement à cela, je me souviens comment un grand nombre de Turcs ont commencé par piller les maisons et les magasins de leurs compatriotes, profitant de la catastrophe naturelle, le tremblement de terre qui a eu lieu en 2023. Et c'était un pillage massif, pas seulement quelques cas isolés. Je ne sais pas quelle science et selon quels critères mesure la prospérité d'une nation, mais si une telle science existait, je suis sûr que le principal critère de prospérité serait la façon dont la société réagit aux terribles bouleversements. Mais pendant ces journées d'octobre, les dirigeants n'avaient pas l'intention de se défendre jusqu'au bout. Ils agissaient selon le principe « sauf qui peut ». Les gens ont vu que les chefs chargeaient leurs biens et prenaient la fuite. L'après-midi du 16 octobre, le chaos a éclaté en ville. Les vitrines étaient brisées et les portes des entrepôts forcées. Ce jour-là, Moscou offrait un spectacle peu enviable, comme si une agonie frénétique s'était emparée de la ville entière.
Et la ville, où il n'y avait pas encore un seul soldat ennemi, où personne ne tirait, décida soudain en un instant d'en finir elle-même. Des pillards ont commencé à saccager les commerces et établissements financiers. Sur 438 entreprises, institutions et organisations, 779 cadres dirigeants ont fui. La fuite de certains dirigeants d'entreprises et d'institutions s'est accompagnée d'un important détournement de biens matériels et du gaspillage de patrimoine. Au cours de ces jours, 1 484 000 roubles en espèces ont été dérobés, ainsi que des biens et des valeurs pour un montant d'1,50 million et 1 000 roubles. Des centaines de voitures particulières et de camions ont été détournés. Si les Allemands avaient su ce qui se passait à Moscou, ils auraient pris la ville le 16 octobre avec un commando de 500 hommes. Les procès et exécutions des fugitifs ont débuté. La route de Vladimir est interdite aux véhicules privés. Effectivement, tout se reconnaît par la comparaison, même la prospérité de la société. Bien sûr, comparer différentes époques est un signe d'absence d'historicisme. Mais tout de même, le fait qu'à Moscou, au moment de l'approche des nazis, il a fallu fusiller des gens pour rétablir l'ordre, alors qu'à Kiev, il suffisait d'attacher quelques toxicomanes à un arbre, cela pousse à la réflexion. Bien sûr, il est important de reconnaître que l'effet de cohésion de la société ukrainienne, bien qu'il ait duré assez longtemps, a ensuite commencé à décliner sous le poids des difficultés de la guerre. Il serait insensé de blâmer les gens pour cette réaction naturelle. L'important est d'isoler ce qui suit. Quel rôle la propagande russe a-t-elle joué dans ce processus alors qu'elle met délibérément en avant les véritables problèmes de l'État ukrainien en les présentant comme absolus ? Était bien sûr l'élément principal que la propagande russe utilise comme base pour la séparation de la société ukrainienne est la corruption existante en Ukraine. Sans minimiser ce problème, voici ce qu'il est important de dire. Et puisque nous avons commencé à parler de l'Union européenne, il est très important de rappeler un contexte historique. En 1944, Dmitri Felmonov, représentant du comité central du Parti communiste bolchevique à Minsk, envoie un rapport à Georgi Malenkov, secrétaire du comité central du parti. Dernièrement, une grande quantité de biens industriels, d'objets et de cadeaux arrivent de l'étranger. Au total, les entrepôts de la Croix-Rouge locale ont reçu 20 wagons de marchandises pour un poids total de 250 tonnes. 30 autres wagons sont actuellement en route. Mais parmi les biens reçus, les habitants les plus nécessiteux de Biélorussie n'ont pratiquement rien reçu. Dès le début, la comptabilisation et le stockage des objets reçus ont été traités de manière irresponsable. Ils ont rassemblé 11 personnes de différents établissements, dont 8 vendeurs de la Société municipale de restauration. Ils ont convoqué une soi-disant commission gouvernementale et ont commencé à distribuer les marchandises parmi les membres du parti. Ils les vendaient contre de l'argent, après accord préalable. L'épouse de Nikifor Natalievitch, chef de la République et président du Présidium du Soviet suprême de la RSS de Biélorussie, était l'une des visiteuses les plus actives de l'entrepôt de la Croix-Rouge. Malgré les détournements massifs de l'aide humanitaire occidentale, pratiquement personne ne sera puni, à l'exception de Natalievitch, qui recevra un blâme. En 1945, il a été établi. La direction des affaires du comité central du Parti communiste de l'Union soviétique a illégalement acquis une grande quantité de meubles dans des magasins de commission de Moscou et de la RSS de Lituanie pour un usage personnel. Ponomarenko PPIK, Kiselva E, N, V et d'autres dirigeants du parti de la RSS de Biélorussie. Selon les données préliminaires, 779 578 roubles ont été dépensés pour des articles en cristal, en porcelaine, l'aménagement des datchas avec du bois précieux, etc. pour subvenir aux besoins des dirigeants du parti de la RSS de Biélorussie. L'enquête a révélé des faits d'utilisation d'avions de la flotte civile pour l'exportation de biens de trophées depuis l'Allemagne et la Pologne. Rien qu'en 1945, 12 vols ont été effectués, au cours desquels plusieurs tonnes de marchandises ont été exportées, dont 1600 kilos de tapis. D'après la décision du Politburo de février 1942 du comité central du Parti communiste bolchevique, il a été établi que Georgi Ivanovitch Kulik, pendant son séjour au front, se livrait systématiquement à l'ivrognerie et menait une vie dissolue. Abusant de ses titres de maréchal de l'Union soviétique et de vice-commissaire du peuple à la défense, il se livrait à l'auto-approvisionnement et au détournement de biens de l'État, dilapidant des centaines de milliers de roubles provenant des fonds publics. En raison de tout cela, le Politburo du comité central du Parti communiste décide de démettre Kulik Jebrentsai de ses fonctions, de son poste de vice-commissaire à la défense de l'Union des républiques socialistes soviétiques. Concrètement, cela s'est passé ainsi. Au lieu de prendre l'avion pour se rendre à Kertch, Kulik s'y est rendu en voiture à travers des routes impraticables, ce qui lui a fait perdre 2 jours précieux. Plus tard, il s'est avéré que Grigory Kulik avait envoyé son avion à Sverdlovsk, où la femme et les enfants du maréchal vivaient en évacuation.
Des enquêteurs ont déterminé les cadeaux précis à bord. Ils provenaient du magasin militaire de Krasnodar, d'où Kulik devait partir pour Kertch. Pour lui, entre octobre et décembre 1941, des marchandises d'une valeur de plus de 85 000 roubles ont été prélevées. Le président du comité exécutif régional, Djoulaïev, a demandé au magasin militaire de payer et comptabiliser les marchandises prélevées au prix de gros. Les dépenses ont été imputées au compte de l'arrière du front. Grâce à ses bonnes relations avec Staline, Kulik n'a reçu qu'une brève rétrogradation. En 1943, on lui confie de nouveau le commandement d'une armée. Il ne sera arrêté qu'en 1947. Mais pas pour corruption ou pour des ordres insensés, mais parce qu'il commencera à critiquer Iosif Vissarionovitch. Vous vous demandez sûrement à quoi sert cette référence historique. Je voulais simplement que vous preniez conscience d'une vérité simple. Quelle que soit la guerre, même lorsqu'il s'agit d'une menace d'extermination totale des nations, d'extermination physique, même une telle guerre n'est pas un inhibiteur des vices humains. Au contraire, le niveau de corruption augmente toujours, à toutes les époques, pendant toutes les guerres. Cela concerne aussi les guerres existentielles. Je laisse un lien vers l'ouvrage « L'art du pot de vin », la corruption sous Staline, écrit par l'historien James Heinzen, où sont rassemblés des milliers d'exemples de schémas de corruption pendant la Seconde Guerre mondiale et après. De tels schémas, comparés à ceux des enquêtes d'enquête financière BK ou de Bigous Info, vous sembleront être de simples plaisanteries inoffensives. Et ne pensez pas que ce genre de comportement est propre uniquement à notre région. La commission américaine d'État chargée du contrôle de l'allocation des fonds pour la reconstruction de l'Afghanistan a découvert 10 milliards de dollars qui ont été perdus à cause de détournements, de fraudes et d'abus. Selon certaines estimations, le montant total des détournements présumés dans l'armée américaine pourrait atteindre 150 milliards de dollars pendant la période de la guerre en Afghanistan. Vous pourriez soupçonner que je mène tout cela à l'idée que si la corruption est un compagnon éternel de la guerre, alors les schémas de corruption qui existent dans l'Ukraine en guerre seraient-ils donc la norme? Dieu m'en garde que vous pensiez ainsi. Il ne s'agit pas du tout de cela. Oui, la guerre est un catalyseur qui fait des braves des héros et des salauds des véritables ordures. Je parle seulement de la façon dont on vous présente les nouvelles sur la corruption dans un pays qui se défend contre l'agression. Si les journalistes d'investigation ukrainiens publient des informations sur des schémas douteux et signalent un problème dans le but de le résoudre et d'éviter qu'il ne se reproduise, c'est un bien absolu pour la société et pour le pays. Mais si l'on vous présente la corruption comme une preuve de l'incapacité totale du pays, si vous entendez des récits du genre « Oh, où avez-vous déjà vu qu'on vole dans un pays en guerre? C'est un État raté. Ce pays ne vaut rien. Ce n'est même pas un vrai État. » Si vous entendez cela, sachez que vous avez affaire à un propagandiste du Kremlin. En inondant l'Ukraine d'armes, l'Occident a transformé le pays en l'un des plus grands marchés noirs du monde. Les militaires et les membres de la défense territoriale se sont avérés être des entrepreneurs ambitieux. Au lieu de se battre, ils vendent les fusils d'assaut, les lance-grenades et les munitions qui leur ont été remis. Les armes de guerre occidentales apparaissent de plus en plus souvent, non pas en Ukraine, mais dans d'autres pays comme la Suède, le Danemark et les Pays-Bas. Mais que se passe-t-il en fait avec les armes qui arrivent tout de même en Ukraine ? Comme il s'est avéré, elles se retrouvent souvent ensuite sur le Darknet. C'est un Internet clandestin où l'on vend justement ce genre de choses. De nombreuses annonces proposent des armes à feu, des grenades et même des missiles Javelin. Tout est disponible à l'achat. Bien sûr, il ne serait pas inutile de prêter attention à ce qui se passe déjà avec les armes présentes en Ukraine. Les Stingers et les Javelins sont déjà disponibles sur le marché noir. Vous vous souvenez bien sûr comment ces aides-nazis ont diffusé ce récit au début de la guerre, concernant les armes occidentales arrivant en Ukraine qui seraient revendues immédiatement au marché noir. Solovyov et Lavrov en parlaient tous, puis ce récit a soudainement disparu. Mais pourquoi ? Les occupants ont dû fuir les régions de Kiev, Tchernihiv, Soumy, Kherson et Kharkiv. Pendant des mois, ils n'ont pris que de petites localités. Et la thèse sur la revente d'armes a pris une tournure vraiment peu reluisante. Parce qu'il en ressortait que les Ukrainiens, même en se battant avec des bâtons, puisqu'ils auraient soi-disant vendu toutes leurs armes au marché noir, arrivaient quand même à mettre une raclée à la deuxième armée du monde. Il faudrait évidemment évoquer l'étendue de la corruption, mais je n'en ai pas réellement l'envie. Quoi que je dise, on m'accusera de soutenir soit le gouvernement de Zelensky, soit ses opposants. Mais ma tâche est différente. Il s'agit simplement de montrer comment il faut traiter l'information présentée. Il y a des problèmes de corruption en Ukraine. Il faut les combattre plus durement, car ils affaiblissent gravement l'État. Tout cela, ce sont des faits.
L'essentiel, c'est que la conclusion, après avoir reconnu ces faits, soit constructive et non destructrice, ce que le Kremlin souhaite ardemment. Le Kremlin est certainement le dernier à pouvoir parler de la corruption en Ukraine. En effet, si l'on se fie à l'unique indicateur, certes pas le plus pertinent, mais le seul qui suive le niveau de corruption dans les pays selon l'indice de perception de la corruption, voici ce que cela donne. L'Ukraine se classe actuellement 104e sur 180 pays dans ce classement, ce qui est très décevant. Pourtant, depuis le début de la guerre, l'Ukraine a même réussi à améliorer quelque peu sa position selon cet indicateur. En effet, en 2022, elle occupait la 116e place, alors qu'aujourd'hui, elle est à la 104e. Elle se situe entre la Serbie et la Bosnie-Herzégovine. Depuis le début de l'invasion à grande échelle, la Russie a chuté dans le classement, passant de la 137e à la 141e place, et maintenant, elle se trouve entre l'Ouganda et le Kirghizistan. C'est pourquoi je me permets encore une fois de m'adresser aux Ukrainiens. Oui, le problème existe. Oui, le problème est terrible. En effet, les méthodes de lutte contre la corruption en Ukraine ne sont pas très efficaces. Tout est vrai, mais une chose compte, ce n'est pas aux propagandistes russes d'en parler. Et pour lutter contre la corruption, il n'est pas nécessaire de livrer l'Ukraine à Poutine. C'est à peu près ça. Nous sommes un État qui a complètement perdu sa souveraineté. Voici un autre sujet sensible sur lequel insistent ceux qui cherchent à diviser la société ukrainienne pour leurs propres bénéfices. Peut-on dire que l'Ukraine a perdu sa souveraineté parce que son économie dépend des subventions et que son armée combat grâce à l'aide de ses alliés ? Eh bien, étant donné que 70% de la technologie militaire russe est actuellement détruite par des drones vus à la première personne assemblés en Ukraine, dire que la souveraineté est complètement perdue, c'est au minimum inapproprié. Parlons maintenant des subventions financières occidentales. Les injections européennes et américaines représentent 15% du budget total de l'Ukraine, ce qui est, sans aucun doute, une aide très importante. Mais peut-on vraiment parler d'absence totale de subjectivité ? J'en doute. Il se pose simplement la question suivante. Si l'incapacité de se défendre seul contre une puissance nucléaire signifie l'absence de souveraineté, alors quel pays en dispose réellement ? Une dizaine d'États, dont la Chine, l'Inde, les États-Unis, le Pakistan, éventuellement la Turquie, le Brésil et d'autres encore. Non, la souveraineté est en fait un concept très large. Pour moi personnellement, l'un des principaux signes de sa présence est la capacité à promouvoir ses propres intérêts au-delà des frontières de son État. Et ici, si dans les blocs précédents, j'ai reconnu les problèmes de l'Ukraine et son inefficacité sur différentes questions, ici j'insiste. Kiev a réussi à obtenir des résultats auxquels même les patriotes ukrainiens les plus fervents n'auraient jamais pu penser. Je vais expliquer maintenant. En 2023, j'ai réalisé une vidéo exclusive sur la présence de spécialistes ukrainiens du Direction principale du renseignement au Soudan, un sujet complexe concernant les causes profondes du conflit dans ce pays. Abonnez-vous si cela vous intéresse. Mais pour faire court, jusqu'à récemment, d'un côté, il y avait des combattants soutenus par la Russie, et de l'autre, le pouvoir reconnu, soutenu par l'Ukraine. Après la rencontre personnelle entre Zelensky et le chef du Soudan, Abdel al-Burhan, des spécialistes ukrainiens sont apparus dans ce pays africain et différents médias ont commencé à diffuser des vidéos d'opérations spéciales du renseignement militaire ukrainien depuis le Soudan. En 2023, la situation d'al-Burhan était désastreuse. Les combattants pro-russes étaient sur le point de prendre la capitale du pays, mais se sont arrêtés brusquement après l'arrivée des forces spéciales ukrainiennes. Les frappes soudaines et intensifiées par des mystérieux drones vus à la première personne ont joué un rôle clé dans cette situation. À la fin de 2024, les forces gouvernementales ont même commencé à repousser les combattants de plusieurs localités importantes. Et voici le point clé. Le Kremlin, comprenant que les forces soutenues par Tcheveka, Wagner étaient en train de perdre, a immédiatement changé d'équipe et a commencé à soutenir le gouvernement reconnu de Burhan, allant même jusqu'à lui fournir des armes. C'est amusant et cynique, mais c'est la réalité. Pour le Kremlin, maintenir sa présence en Afrique est vital. C'est précisément pourquoi Moscou souhaite construire une base navale au Soudan en échange de la fourniture d'armes. Il semble y avoir des accords sur sa construction, mais il est prématuré pour les partisans de Z de se réjouir. Le Kremlin a effectué exactement la même manœuvre en Syrie, en tentant de négocier la prolongation du contrat d'exploitation de la base navale après la chute de Bachar el-Assad. Et il semble même que Damas renouvelé ait accepté d'entrer en contact. Cependant,
Le 18 février, on a appris que des inconnus avaient attaqué la base russe à l'aide de drones. Alors, nous verrons comment les événements vont évoluer au Soudan après la victoire d'Al-Burhan. D'autant plus que l'on parle de la base navale russe dans ce pays depuis 2020. Je pense que cette fois encore, tout tombera à l'eau, même si cela dépendra déjà de la réaction de Séchéa. Mais nous ne parlons pas tant de géopolitique que du fait que, encore une fois, l'Ukraine en guerre, que Poutine ne considère pas comme un véritable pays, avec ses faibles moyens, participe à de tels processus mondiaux. Il y a 10 ans, il était même impossible d'imaginer cela, et maintenant, voilà. Aujourd'hui, nous acceptons assez calmement le fait que des spécialistes ukrainiens ont aidé à organiser une opération militaire de l'opposition syrienne, qui s'est terminée par le renversement d'un dictateur contre le régime duquel la Russie, rappelons-le, a dépensé au moins 1 demi-billion de roubles. De plus, j'ai présenté cela sur mon canal Telegram. D'ailleurs, je vous invite tous à vous y abonner si ce n'est pas encore fait. J'ai montré un article intéressant d'une publication espagnole intitulé « Les rebelles Touaregs, alliés de l'Ukraine dans la lutte contre le gouvernement russe au Mali, ont libéré un otage espagnol ». Selon des informations non confirmées, contrairement au Soudan et à la Syrie, des spécialistes ukrainiens seraient également présents au Mali. Mais le plus intéressant, c'est le ton avec lequel la nouvelle est présentée. Maintenant, les Touaregs ne sont plus des islamistes combattants, mais de bons alliés de l'Ukraine, qui luttent contre l'influence russe et aident à sauver des citoyens espagnols. C'est-à-dire que ce titre montre que désormais, l'Ukraine est perçue en Espagne comme un contrepoids à l'influence russe en Afrique. Dites-moi, il y a 10 ans, auriez-vous pu imaginer cela? Et ce n'est pas tout. Une forte explosion a secoué le centre de Berdiansk, sous occupation temporaire. La voiture du supposé commandant militaire de la ville a été propulsée en l'air. Un engin explosif artisanal a explosé lorsque le général-lieutenant Kirillov et son assistant sortirent de l'entrée de cet immeuble. Ils ont fait exploser un collaborateur qui occupait le poste de chef adjoint du soi-disant département de la politique intérieure, Igor Telegin. Le corps d'Ilya Kiyev, ex-député fugitif de la Rada suprême, a été découvert en banlieue de Moscou. Dans plusieurs villes d'Ukraine contrôlées par les militaires russes, des représentants des autorités d'occupation ont été tués. À Mikhailovka, près de Zaporizhia, temporairement occupé, Ivan Souchko est mort dans l'explosion de sa voiture. À l'hôpital de Berdiansk, Alexandre Kolesnikov, supposé adjoint du chef de la police routière, est décédé dans des circonstances similaires. Le concepteur moscovite des missiles de croisière Kar-59 Kr-69 Mikhail Shatsky a été tué. Nous sommes déjà habitués aux annonces concernant la liquidation de criminels de guerre russes ou de hauts gradés militaires profondément à l'arrière par les services spéciaux ukrainiens. Pour nous, cela semble déjà aller de soi, mais en réalité, c'est aussi un phénomène. Comme un État où, il y a une dizaine d'années, les services spéciaux étaient presque ouvertement dirigés par des agents russes. Jusqu'en 2014, Alexandre Yakimenko dirigeait le service de sécurité d'État. Il a fui en Russie et vient d'être nommé Gauleiter, dans les territoires occupés de la région de Kherson. L'ex-chef ukrainien du ministère de l'Intérieur sous Yanukovych, Zakharchenko, ayant fui en Russie, appelait ses anciens collègues au début de l'invasion pour leur proposer de rejoindre l'agresseur. Dmitry Solomatin, ministre de la Défense sous Yanukovych, s'est également enfui en Russie. Après sa fuite, le parquet découvrira que Solomatin avait détourné 560 millions de dollars à l'armée ukrainienne. Et ce ne sont que les ministres et les chefs des agences de sécurité. De nombreux agents du service fédéral de sécurité et du service de sécurité d'Ukraine occupaient des postes de direction en Ukraine. Trop pour tous les énumérer dans le temps imparti. Mais passons à un autre sujet. J'aimerais comprendre comment il se fait que dans 10 ans, les services spéciaux ukrainiens pourraient atteindre le niveau du Mossad israélien. Et ce n'est pas dit pour faire joli. Vous ne pourrez pas citer un seul autre exemple dans l'histoire où un pays en guerre a pu mener autant de liquidations en territoire ennemi. C'est sans précédent. En même temps, vous devez prendre en compte que les services spéciaux ukrainiens mènent leurs opérations non pas contre des combattants peu instruits dans le désert et avec l'aide de drones de haute précision. Ils sont confrontés objectivement à l'un des services de renseignement les plus puissants et dangereux au monde. Et en même temps, les agents russes n'arrivent pas à répéter le succès de leurs homologues ukrainiens. C'est pourquoi il est un peu absurde de parler d'une absence totale de souveraineté alors que l'Ukraine dispose dans son arsenal de tels outils qu'elle utilise clairement sans se coordonner avec aucun de ses collègues occidentaux. Vous comprenez bien que l'Occident effrayé n'aurait jamais donné son accord pour l'élimination à l'aide d'une trottinette du général-lieutenant Igor Kirillov.
Nous devons considérer l'industrie de défense de l'Ukraine comme faisant partie de notre propre industrie de défense. Et c'est précisément pour cette raison que nous avons impliqué l'Ukraine dans l'élaboration de notre propre stratégie de défense industrielle. C'est la première étape qui doit conduire à l'intégration de l'Ukraine dans certains de nos programmes de défense. Si l'on essaie d'une manière ou d'une autre de mesurer un concept aussi éphémère que la souveraineté, il faut d'abord calculer les proportions de dépendance d'un État envers un autre. Et le discours d'Ursula von der Leyen est un rappel du fait que l'Union européenne a besoin de l'Ukraine à peine moins que l'Ukraine n'a besoin de l'Union européenne, et leur décision d'accorder à Kiev 6 milliards de dollars après l'arrivée de Donald Trump à la Maison-Blanche en est la meilleure preuve. L'Europe avait déjà besoin d'une Ukraine capable de se défendre et de la séparer de la Russie. Mais après le discours de J.D. Vance au Forum de Munich, c'est désormais une question de survie. Alors, encore une fois, sur la souveraineté. Son principal élément pour n'importe quel pays, c'est bien sûr l'armée et l'économie de l'État. Et faut-il vraiment s'attarder ici sur la capacité de combat de VCU ? Depuis la guerre froide, la Russie s'appuie sur la doctrine de l'opération en profondeur en cas de conflit avec l'OTAN. Sa colonne vertébrale était un puissant point blindé massif, censé déferler comme un rouleau compresseur à travers l'Europe. Mais vous savez, pour la première fois dans l'histoire moderne, la plus grande puissance de chars n'est plus la Russie, mais les États-Unis. Oui, maintenant la Russie occupe la 3e place dans le monde en nombre de chars, après l'Amérique et la Chine, et l'Inde est déjà sur ses talons. Mais cela, nous ne comptons que par le nombre de boîtes blindées elles-mêmes. Si l'on prend en compte les enquêtes de Sinterov, Kaimar, Jompy et Covert Cabal. Dans les dépôts de stockage, il reste à la Russie moins de 3500 chars, dont 1200 sont déjà irrécupérables et 2000 sont dans un état très mauvais. Et il n'y en a que moins de 300 pouvant encore accomplir des missions de combat, cela concerne uniquement les dépôts de stockage. Les principaux blindés russes sont désormais au front, mais vous pouvez le constater vous-même, ce n'est pas une désinformation ukrainienne. De plus en plus souvent, les actions d'assaut de l'armée d'occupation se déroulent sans blindés lourds, et sur certains axes, ils utilisent simplement des voitures légères, qui ne sont même pas peintes en kaki. La 3e place des superpuissances de chars reste donc très relative. Qui d'autre sur Terre, hormis l'Ukraine, bénéficie d'une telle garantie de souveraineté ? Qu'est-ce qui a détruit le point blindé de la 2e armée du monde, qui, selon la doctrine élaborée en Union des républiques socialistes soviétiques, devait, encore une fois, marcher jusqu'à la Manche ? De Moscou à Varsovie, il n'y a que 1300 km, c'est trop facile. Le char T-90, par exemple, sans recourir à l'aviation de transport, entrera dans la banlieue en moins de 24 heures après le début de la marche. À ce moment-là, les soldats de troupes aéroportées russes, il ne leur faut que 2 heures pour être déployés, auront le temps de répéter, se reposer, préparer une bouillie festive au ragoût et repasser leur uniforme de parade. Cela fait longtemps que nous ne sommes pas allés à Berlin. Le 9 mai serait une excellente occasion pour une visite amicale. 1800 km, une broutille pour une armée moderne. De plus, de nombreux officiers russes connaissent bien l'Allemagne, nul besoin de carte là-bas. Le plus important, c'est qu'ils n'occupent pas automatiquement nos anciennes cités militaires récupérées par les Allemands après la réunification. Prague, Helsinki, Vilnius, Tallinn, Riga sont très proches. La moitié de ces villes, des soldats russes en fait pourraient s'y rendre tout simplement à pied. Oui, c'est sorti plus modestement, bien sûr. La majeure partie du potentiel blindé de l'Union européenne, des États-Unis, du Royaume-Uni et de la France a été détruite sur une bande de 30 à 50 km dans plusieurs régions ukrainiennes. Bien sûr, dans un tel cas, on souhaite seulement que vous accomplissiez. Sur certains axes, l'Union européenne, les États-Unis, le Royaume-Uni et la France attaquent les positions à bord de véhicules. Dans une telle situation, ce serait le plus grand crime de l'histoire si Donald Trump tentait de conclure un accord avec Vladimir Poutine en satisfaisant les principales exigences du dictateur concernant le désarmement de l'Ukraine sans garantie de sécurité. Mais nous n'analysons pas simplement superficiellement la souveraineté de l'Ukraine, car, comme nous l'avons mentionné plus haut, c'est précisément de sa présence que dépendra la capacité de Kiev à résister à la trahison de la part de Donald Trump. Et maintenant, nous devons parler du 2e pilier de toute souveraineté, l'économie de l'Ukraine. Et ici aussi, tout n'est pas aussi simple qu'il pourrait le sembler à première vue. L'économie ukrainienne est au bord de la faillite et le pays est sur le point de faire défaut de paiement, devenant ainsi un État en banqueroute. La reconnaissance de l'Ukraine comme pays en faillite. L'Ukraine est au bord de la faillite. Désormais, l'Ukraine est en fait un État en faillite. L'économie ukrainienne est au bord de l'effondrement. Le trésor ukrainien est vide. L'Ukraine est au bord de la faillite. En réalité, l'Ukraine est déjà en défaut de paiement.
Cet État, il est en faillite à tous points de vue. À qui et pourquoi aurait besoin des obligations d'un État qui est au bord de la faillite? Selon Antevey, le pays est en faillite, tout a été volé et vendu, ce qui soulève une question intéressante. Mais Poutine est prêt à sacrifier des centaines de milliers de Russes, juste pour garder l'Ukraine en faillite dans sa zone d'influence. Le pire, c'est que si ce n'était pas pour ce désir fanatique de sa part, l'Ukraine serait non seulement un pays pacifique, mais aussi un État en développement progressif malgré toutes les prévisions des propagandistes du Kremlin. En effet, dans le rapport officiel du Fonds monétaire international, il est indiqué que même en temps de guerre, les indicateurs macroéconomiques de l'Ukraine sont plus stables que ce qui était supposé. L'économie ukrainienne fait preuve de résilience dans le contexte de la reprise. Parallèlement, la stabilité financière a été maintenue grâce à une politique judicieuse des autorités ukrainiennes et un soutien international important envers l'Ukraine. Je comprends que pour un citoyen ordinaire d'Ukraine, qui ne regarde pas les rapports du Fonds monétaire international ou les indicateurs du produit intérieur brut, mais son propre portefeuille, cela peut sembler différent. Et il comprend qu'il est devenu beaucoup plus pauvre depuis le début de l'invasion à grande échelle. Je ne cherche pas à persuader quiconque que tout va bien et que tous sont riches. Non, je veux simplement que vous réalisiez, même en prenant l'exemple de la Grèce dont nous avons parlé plus tôt, que l'Ukraine, dans des conditions de guerre terribles, de bombardements constants, de destruction d'entreprises, d'exode massif de la population, tient le coup, y compris sur le plan économique. C'est ce que soulignent les experts du Fonds monétaire international. En Ukraine, malgré l'invasion à grande échelle, les banques restent ouvertes et les pensions continuent d'être versées. Malgré la guerre la plus terrible depuis la Seconde Guerre mondiale, la hryvnia ne s'est dépréciée qu'une fois et demie. En comparaison, la livre turque s'est dépréciée 4 fois sur la même période, simplement en raison de l'instabilité économique générale, sans guerre. Je le répète plusieurs fois dans ce bloc pour être bien compris. Je n'essaie pas de justifier le grand nombre d'initiatives inefficaces ou même nuisibles du bloc économique ukrainien. Mon rôle est d'analyser objectivement la résilience économique de l'Ukraine face à la guerre, en délaissant tout parti pris politique pour une approche comparative. Et je peux dire avec certitude que ce n'est pas le pire résultat. Les réserves d'or et de devises de l'Ukraine s'élèvent actuellement à 43 milliards de dollars, un montant supérieur à celui d'avant-guerre, contre 31 en 2021, ce qui permet de contenir l'inflation qui était de 5% en 2023 et de 12% en 2024. Bien sûr, c'est beaucoup, mais il y a plusieurs points à noter. L'inflation est un phénomène mondial qui touche de nombreux pays. En Belgique, l'inflation est de 4,4%, en Roumanie de 5,8% et en Turquie de 44%. En Russie, elle était de 7% en 2023 et de 9,5% en 2024, donc un peu plus basse. Oui, ces chiffres ne réchauffent pas le cœur des Ukrainiens, mais je n'essaie pas de vous nourrir littéralement avec ces données. Sachez simplement qu'avec l'aide de l'Occident, l'Ukraine a réussi à empêcher l'économie de faire faillite. Faillite que lui prédisaient les amis russes. Je vous ai déjà montré des indicateurs témoignant de la croissance du produit intérieur brut de l'Ukraine après la terrible chute de la première année de l'invasion à grande échelle. Mais de plus, en 2025, l'Ukraine a toutes les chances de retrouver ses indicateurs de produit intérieur brut d'avant-guerre, autour de 200 milliards de dollars. Cela est en partie dû aux investissements occidentaux dans le secteur militaro-industriel de l'Ukraine, mais ce n'est pas la seule raison. Cependant, si vous analysez l'indice de la production industrielle, vous verrez qu'après la terrible chute en 2022, ce n'est pas seulement le produit intérieur brut qui reprend vie en Ukraine. Il s'agit aussi des industries de transformation, légères, chimiques, de la construction d'appareils et du secteur informatique, dont certaines entreprises ont également connu une croissance. Le géant ukrainien SoftServe, employant 12 000 personnes, a connu une croissance en 2022 et 2023, atteignant un chiffre d'affaires d'1 milliard de dollars. Malgré l'invasion à grande échelle, l'exportation des services informatiques depuis l'Ukraine n'a que légèrement diminué. En 2023, l'Ukraine a tiré environ 6,7 milliards de dollars de la vente de services informatiques contre 7 milliards en 2021. À titre de comparaison, avant la guerre, la Russie exportait des services informatiques pour 8,6 milliards de dollars, aujourd'hui seulement pour 3,3 milliards. Il ne s'agit pas ici de pointer du doigt la Russie et ses problèmes. J'ai cité ces chiffres pour montrer une fois de plus quel avenir la Russie a volé à l'Ukraine. Elle ne vit pas pleinement et empêche les autres de le faire aussi. Chers informaticiens, vous êtes socialement sous-développés. De quoi ont-ils besoin ?
Peut-être que je tombe dans la simplicité, une chambre. Un ordinateur ne nécessite qu'une alimentation électrique continue, une connexion stable et des commandes pour fonctionner. Ils sont socialement isolés. Vous êtes des impies, les gars. La structure économique de l'Ukraine a subi des changements profonds et durables. L'Ukraine a perdu une part de son industrie métallurgique et extractive, ainsi que des capacités de transformation sur les territoires occupés, en raison des grandes entreprises saisies ou détruites par la Russie. Durant la guerre, l'industrie de la défense, un nouveau secteur économique, s'est développé en Ukraine. Comme le rapporte le Financial Times, l'Ukraine est déjà en mesure d'exporter des produits de défense à l'étranger pour une valeur de 20 milliards de dollars. Actuellement, l'exportation de ces produits est limitée par la loi, mais si l'interdiction est levée, cela deviendra un nouveau cluster économique clé pour l'Ukraine. À titre de comparaison, avant l'invasion à grande échelle, l'Ukraine exportait des produits métallurgiques pour une valeur de 15 milliards de dollars. Et surtout, il y a des marchés pour l'écoulement. Les membres de l'OTAN, qui augmentent leurs dépenses de défense, ne seront clairement pas contre l'achat de produits ukrainiens ayant prouvé leur efficacité au combat. Le fait que Rheinmetall, géant allemand de la défense, ait déjà lancé une usine, en prépare une deuxième et en ait 2 autres en attente, en dit long, selon son chef. Cela suggère que le complexe militaro-industriel ukrainien deviendra le pilier de l'économie nationale. La société britannique British Aerospace Systems, l'allemande FFG, la française Thales, sont déjà entrées sur le marché ukrainien, en ouvrant des entreprises et des centres de services. Il ne s'agit pas seulement d'aider les Ukrainiens à résister à l'agression. C'est la compréhension que les compétences des entreprises ukrainiennes associées aux technologies occidentales peuvent donner de bons résultats. Bien sûr, la reconstruction de l'économie ukrainienne dépendra de la manière et des conditions dans lesquelles la paix ou l'armistice seront conclus. Le plan de Vladimir Poutine et Donald Trump d'instaurer un régime pro-Kremlin à Kiev réussira-t-il ? Je veux simplement que, lorsque la société ukrainienne commencera à être secouée des 2 côtés sur les questions de corruption, d'inefficacité et de faillite économique, vous receviez ces informations sans émotion. L'Ukraine a été sous-estimée par Vladimir Poutine, les alliés, et aujourd'hui par Donald Trump. Mais le plus important, c'est que les Ukrainiens ne se sous-estiment pas eux-mêmes au moment décisif. C'est précisément pour cela que j'ai fait cette vidéo aujourd'hui. Car, bien sûr, derrière le résultat de toutes ces réalisations, derrière la résilience face à un défi auquel aucun autre pays au monde n'a été confronté, lorsqu'un monstre nucléaire l'attaque, il y a... Derrière tout cela, je n'ai pas peur de le dire, derrière ce succès, il y a un simple Ukrainien. Et lui seul a la possibilité, en renversant l'échiquier, de changer à nouveau le cours de l'histoire. La société ukrainienne sait parfaitement ce qu'est l'occupation russe. Cela n'est peut-être pas tout à fait clair pour les gens de l'extérieur. La communauté internationale pense que l'occupation russe, c'est simplement remplacer un drapeau national par un autre. Mais la société ukrainienne les comprend très bien que l'occupation russe, c'est la disparition forcée, ce sont les tortures, les viols, l'adoption forcée de ses propres enfants, l'effacement de l'identité ukrainienne, les camps de filtration, les fosses communes. Voilà ce qu'est l'occupation russe. La question la plus effrayante que chaque Ukrainien ou chaque personne soutenant l'Ukraine a peur de se poser, c'est « tout cela n'a-t-il pas été vain ? Le peuple s'est-il battu ? A-t-il enduré des privations ? Et est-il mort pour rien ?» Je vais être honnête, je ne sais pas, mais je suis sûr d'une chose. Personne sur la planète Terre ne connaît la réponse à cette question. L'occupation russe, ce n'est vraiment pas une question de changement de drapeau, d'école russophone ou de monument à Lénine. Au minimum, les habitants de Boutcha, Irpin, Izium, Kherson et de dizaines d'autres villes encore non libérées peuvent en témoigner. D'autres villes d'Ukraine auraient-elles évité le même sort en cas de capitulation en février 2022 ? Je dirais ceci, cela me semble peu probable. Et voilà Poutine, qui n'a pas réussi à vaincre les Ukrainiens sur le front, va maintenant essayer de le faire à l'arrière. D'abord en divisant, en semant la discorde, en démoralisant, puis en forçant, apparemment lors d'élections anticipées, à signer la capitulation, en choisissant un Medvedchuk conditionnel ou une figure plus consensuelle, qui conviendrait à la fois à Trump et à Poutine. Une figure qui, à un moment donné, signera l'accord de paix d'Istanbul et, en appliquant ces clauses, désarmera l'armée, en réduira les effectifs et renoncera à tout lien avec des alliances militaires. Le plus vexant est qu'un tel scénario conviendrait à l'administration actuelle de la Maison-Blanche. Après tout, Donald Trump a promis la paix et il l'apportera, mais le fait que cette paix passe par l'occupation ne l'intéresse pas. Nous avions déjà prévu cela avec vous il y a 8 mois.
Et bien sûr, une pause pendant laquelle l'Ukraine sera désarmée conviendra parfaitement à Vladimir Poutine, car cela lui facilitera la réalisation de ses plans. Seul un idiot peut croire qu'il y renoncera. Encore une fois, il n'a pas déclenché la guerre pour quelques morceaux de territoire ou région. Vous direz que tout cela est impossible, que les Ukrainiens ne choisiront jamais un candidat du Kremlin. Et moi je dirais qu'un peuple épuisé, sur lequel on fait pression de tous les côtés, de Russie, d'Amérique, de différents pays d'Europe, de Chine, à l'aide de différents agents d'influence, des réseaux sociaux appartenant à des milliardaires, peut simplement se retrouver tellement désuni que la candidature d'un certain Medvedchuk pourrait émerger d'elle-même. Donc, toute cette vidéo était consacrée à une seule chose, avertir les gens sur qui vont bientôt s'abattre des mégatonnes de propagande affirmant que l'Ukraine n'a pas réussi en tant qu'État, que tout va mal chez elle, contrairement aux pays normaux, que c'est un État raté, et ainsi de suite. Les avertir que tout cela est un mensonge. Les Ukrainiens ont traversé un chemin qu'aucun autre pays d'Europe n'aurait pu parcourir. Les Ukrainiens ont accompli ce que même le Pentagone n'avait pas pu prévoir. Ils ont arrêté et pratiquement anéanti la deuxième armée du monde. Les Ukrainiens ont été et restent unis dans des conditions où leur allié le plus important leur plante un couteau dans le dos. Et bientôt, une nouvelle épreuve difficile les attend. Et je veux vraiment croire que, cette fois encore, cette nation démontrera une telle force d'esprit que ni Trump, ni Poutine, ni même les deux ensemble ne pourront la briser. Elle la démontrera pour ceux qui ont donné leur vie afin que la gloire de l'Ukraine ne s'éteigne jamais. J'ai toujours été frappé par le récit du Kremlin selon lequel l'Ukraine serait un État défaillant. C'est précisément la Russie qui porte une énorme part de responsabilité pour les problèmes de son voisin, tantôt en déclenchant des guerres du gaz, tantôt des guerres hybrides, tantôt des guerres à grande échelle. Et dans cette situation, le fait même que l'Ukraine ait survécu en tant qu'État souverain, c'est déjà un phénomène. Imaginez simplement comment, dans quelques siècles, les historiens regarderont tout cela en analysant notre époque. Un pays extrêmement puissant, avec une armée d'1 million d'hommes et des armes nucléaires, attaque un petit voisin déjà épuisé par une guerre hybride avec ce même pays. Mais l'agresseur reçoit une telle raclée qu'au XXIe siècle, il doit amener des ânes sur le front. Il n'y a pas d'autres options, car ce grand pays, avec une grande culture, a déjà tout essayé, y compris le terrorisme pur et simple, frappant les centrales électriques pour laisser les enfants et les personnes âgées sans chauffage ni électricité. Mais la victime de l'agression ne s'est pas rendue même après cela. Et là, l'historien tourne la page et il est écrit plus loin « Mais c'est la Transnistrie qui s'est retrouvée sans électricité. » C'est drôle, non? Donc, si on parle de fake statement, ce n'est certainement pas l'Ukraine. Je dirais qu'un État failli, c'est plutôt un pays qui possède sur son territoire tout le tableau de Mendeleïev, d'immenses réserves de pétrole et de gaz, une situation géographique qui lui permet de commercer avec les plus grandes économies du monde, un pays qui a hérité d'un arsenal militaire et d'armes nucléaires, ce qui lui permet de ne pas trop se soucier de sa sécurité, qui a reçu les plus grandes entreprises industrielles, un pays avec une population instruite, et un pays qui préfère, au lieu de simplement se développer et s'enrichir, déclencher des guerres, haïr le monde entier et tuer, tuer et encore tuer. Voilà ce qu'est un État failli. Mais je suis convaincu que l'Ukraine finira par obtenir son dû. D'ailleurs, comme toujours, le dernier mot revient au peuple ordinaire. Comme toujours, c'est à eux de décider, d'exister ou